Madame, Messieurs, bonsoir. Nous ouvrons cette émission en ayant une pensée pour les souffrances des peuples israéliens et palestiniens. Surtout que ce week-end, une vidéo est sortie qui montrait donc des corps recouverts de linceul. Deux informations. D'abord, c'est la tristesse des morts, mais ce ne sont pas des corps de Palestiniens ni d'Israéliens. C'est encore donc un fake news. On a récupéré une vidéo de 2013 pour venir polluer justement un conflit qui est déjà très douloureux. Attention à ce que nous partageons sur les réseaux sociaux. Bonsoir Christelle. Très cher, bonsoir et bienvenue. Merci. Contente de t'avoir. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tout ça est sincère. Vous savez, le monde... Ah non, André Bois, bonsoir. En tout cas, très heureuse moi aussi, Christelle, de vous savoir avec nous. Oui, c'est vrai. Voilà. Surtout que je ne sais pas là vendredi. Oui, exactement. Je t'ai appelé à la démission quand même assez... à perpète quand même. Ouais, voilà. Daouda, bonsoir. Très endimanché aujourd'hui, même si nous sommes lundi. Oui, en jaune et noir, comme toujours. Et j'aime bien cette couleur. Je pense que nous sommes assortis déjà. Elle n'est pas d'accord avec le... C'est pas bien grave qu'elle soit... C'est le jaune moutarde, s'il vous plaît, Madame Bleu. C'est un peu plus camel. Hein. Merci. Bon, très même cher. dans cette jaune moutarde, je pense que vos lunettes vous jouent des tours. Pourquoi pas les tiennes? C'est un très bon opticien que je salue d'ailleurs. Élisée Volube, bonsoir. Bonsoir Christelle, Comment bonsoir allez-vous André, le week-end? bonsoir chers amis. Très bien passé, extraordinairement bien passé. J'étais hier à un concert, mais je ne vous dis pas, il n'y avait rien de plus merveilleux que ça. Je pense que je n'aurais pas dû être ailleurs que là. Et vous êtes content quand même d'être avec nous? Super. Très bien. J'entends très bien la semaine. Merci beaucoup. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir. J'aime bien cette couleur. Merci. C'est très joli. Mais ça, c'est du marron. Mais laissez-moi. Assorti à ce que porte Daouda, enfin, Voilà, bon, Daouda, là, je sais que Mimosa. Edith, mon coup de cœur, ce vert et rouge, merci beaucoup. Un clin d'œil, mais il y a aussi des fleurs. Oui, des fleurs, ouais. Exactement. L'aquarelle est magnifique. Ouais, Vive l'Africa Espoir, oui, on Vive reviendra l'Africa très fort. Une chose est sûre, mesdames, messieurs, cette émission sera riche en diversité. On parlera de sport, on parlera de politique avec les élections à venir et ce qui se passe du côté de Tiasalé. On fera un petit détour par la littérature. On recevra donc un invité pour nous parler de tout ça. Et puis, évidemment, n'oubliez pas notre invité qui sera là sous le coup de 20h. Mais avant, on aura eu le temps de parler de transport. Oui, ces nouvelles plaques, il faut en parler, tout ça dans cette émission. Merci de vous installer et c'est parti. Bien évidemment que la CAN approche et des informations diverses surgissent. Eh bien, l'une d'elles, c'est bien sûr cette affaire de 18 personnes auditionnées dans le cadre de vente illégale de tickets du match Côte d'Ivoire-Maroc. Rappelez-vous, cela avait provoqué un peu d'émoi autour de cette vente. Eh bien, qu'en est-il exactement, Christelle? Oui, il s'agit donc de la vente illégale des tickets. On se rappelle de ce match Côte d'Ivoire-Maroc qui avait suscité de l'émoi parce que certains internautes se plaignaient, voilà, des réseaux parallèles de vente. Désolée pour la qualité de ma voix. Avec donc la FIF, la Fédération ivoirienne de football, a auditionné, révèle que 18 personnes ont été auditionnées dans cette affaire de vente illégale. Qu'en est-il? Le fait qu'ils aient annoncé que des enquêtes allaient donc avoir lieu, et maintenant on a 18 personnes auditionnées, la chose avance, Daouda. Oui, les choses avancent bien. Je trouve que déjà c'est une très bonne initiative, mais j'avoue que pour mener une telle enquête, déjà qu'eux-mêmes dans leur communiqué, lors de leur conférence, M. Gourou disait qu'en fonction des données qui ont été remontées par les caméras de vidéosurveillance, ils ont pu voir les gens. Donc, quand ils sont encore dans l'audition jusqu'à ce jour, c'est déjà bien. Mais je souhaite sincèrement qu'avant qu'on arrive à la CAN, qui est pratiquement à quelques mois, 1 ou 2 mois, pratiquement, je veux dire, il faut qu'on puisse trouver véritablement les coupables et qu'on n'assiste pas à ce genre de situation pendant la CAN de l'hospitalité que nous allons abriter en Côte d'Ivoire. Élisée Volube, 18 personnes auditionnées. Bravo pour la FIF quand même. Bon, déjà, je pense que c'est un engagement que le président de la fédération avait pris lorsque des vidéos avaient fusé sur la toile indiquant qu'il y avait eu des tickets parallèles. Le président de la FIF, en tout cas devant tout le monde, avait pris cet engagement-là de mener des investigations, de diligenter une enquête en interne pour voir effectivement ce qu'il en était. Donc je crois que déjà c'est à saluer parce que c'est un engagement pris qui est en train d'être respecté.
Et ça, c'est quelque chose déjà à saluer de la part du président de la FIFA et de son équipe. Maintenant, on souhaite justement que ces enquêtes-là aillent jusqu'à leur terme. C'est vrai que M. Amangorou a dit que si éventuellement il était avéré que des personnes étaient incriminées, ces personnes-là subiraient la sanction. Maintenant, bon, s'il y avait personne qui avait été incriminées, on passerait à autre chose. Bon, donc, pour ma part, je pense quand même que juste pas passer à autre chose, mais prendre un certain nombre de dispositions, de mesures pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de situation-là. C'est vraiment important. Je pense qu'il n'y a pas, comme on le dit en Afrique, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si des gens ont parlé, ont évoqué cette situation, peut-être qu'on n'a pas pu mettre la main sur les coupables, mais forcément, il faut regarder, il y a quelque chose qui a dû certainement se faire. Je voudrais, audition, mais je voudrais quand même, Daouda, vous poser la question de savoir c'est quoi les ventes de tickets illégales? C'est la vente ou c'est les tickets qui sont... Enfin, c'est quoi en fait cette affaire? Non, cette affaire, elle est toute simple. Quand il y avait le match Côte d'Ivoire-Maroc, les tickets ont été mis en vente par la FIFA. Très bien. Et il se trouve qu'il y a certaines personnes, des grossistes, des gens qui viennent acheter les tickets en grand nombre, qui viennent les prendre et au lieu, un ticket qui coûte 5 000 va se retrouver à être vendu sur le marché noir à 10 000 à 15 000. Et sur les réseaux sociaux, certains internautes ont commencé à se plaindre qu'ils cherchaient des tickets. Et il se trouve qu'à la Fédération ivoirienne de football, selon ces internautes, il faut le dire clairement, des vigiles, des policiers, des balayeurs, des techniciens de surface et autres, ça donnait à cette même vente de tickets de façon parallèle. C'est peut-être raison que dès l'entame de mon propos, j'ai voulu être nuancé, mais quand il dit qu'il y a une caméra de vidéosurveillance qui a vu les gens, je suis surpris que jusqu'à ce jour, depuis le match Côte d'Ivoire-Maroc, on n'ait pas encore attrapé quelqu'un. Oui, les enquêtes sont Quand on parle Les enquêtes continuent, mais je vous dis... On ne peut pas afficher non, mais vous savez visage dire qu'il y a de des ces coupables, en personnes. fait. Oui, ça c'est clair. Ok, d'accord. Mais puisque M. Gorou, la justice, je vois qu'en fait, M. Gorou même dit qu'ils ont eu une remontée des données de leurs vidéos, de caméras de vidéosurveillance. Donc, si ces caméras de vidéosurveillance, qu'est-ce que vous avez vu déjà? Je pense que là, il y a un flagrant délit selon moi. Mais en fait, tu comprends qu'il y a un processus qui est en cours, donc une enquête qui est en cours. C'est quand même long. 18 personnes donc, qui travaillent forcément au sein de la FIFA, puisqu'on parle de caméras de vidéosurveillance, donc ça concerne le siège de la FIFA. Et l'enquête est en cours. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'après les propos du directeur exécutif, que la célérité de cette enquête nous permette de pouvoir être situés rapidement avant le prochain match qui aura lieu le 17 novembre. Parce qu'il y aura de la vente de tickets. Bien sûr. Les populations vont se précipiter pour pouvoir acquérir ces tickets et pouvoir profiter de la fête à Ebimpe. Donc il faut que, au moins une semaine avant, on est déjà presque, on se rapproche bientôt, qu'on puisse savoir exactement s'il y a des fautifs parmi ces 18 personnes, qui sont ces fautifs ou s'il n'y en a absolument pas et que les résultats soient donnés à la presse. Et c'est tout ce qu'on attend. Et c'est ce que les populations attendent également. Et qu'on ne se retrouve plus à avoir une rétention de tickets auprès de tierces personnes qui font de la révente avec des prix exorbitants, empêchant les populations de pouvoir accéder aux prix normaux. Tout ça, votre réaction sur le sujet? Daouda estime que c'est trop long. On a 18 personnes soupçonnées, n'est-ce pas? On devrait rapidement avoir les résultats de cette enquête-là. Bon, écoutez, moi, je me pose d'abord une question. Est-ce que la FIFA estime qu'elle a subi un préjudice moral, financier? Donc, en analysant ces deux aspects, logiquement, la FIFA devrait saisir la justice, puisqu'on parle de vidéos disponibles, qu'elle remette ces éléments à la police pour que celle-ci puisse mener une enquête. Parce que si vous avez auditionné 18 personnes au bout de 2-3 semaines et qu'on n'a toujours pas de décision qui est prise, je me dis quand même qu'il y a un problème. Est-ce que l'intérêt de la FIFA, c'est que ce réseau, parce que ça n'est un, soit démantelé ou qu'il perdu alors qu'il y a de nouvelles compétitions qui s'annoncent? Non, je pense qu'il faut que cette affaire soit une affaire de justice. Dès lors qu'il y a une vente parallèle, j'ai entendu le terme marché noir, je pense que ce sont quand même des pratiques qui sont sanctionnées par la loi. Donc la FIFA devrait remettre ce dossier à la justice. Il ne faut quand même pas exagérer, les amis. On va se poser la question. Lui parle de mafieux. On dit pas le marché noir. J'ai entendu marché noir. J'ai entendu marché noir. Il parle de la mafia, en fait. Mais la FIFA pourrait estimer qu'elle subit un préjudice tout au moins moral et que rien que pour cela, elle devrait saisir la police, enfin la justice, pour savoir quels sont les coupables. Et là, ça irait plus vite. Oui, mais je pense que sur cette question, le directeur exécutif de la FIFA, M. Amangorou, a été très explicite.
après avoir été saisi en tout cas par cette situation, la direction de la Fédération ivoirienne de football a mis en place une commission d'enquête. Et c'est cette commission-là qui est en train de faire son travail. Les éléments évoqués, notamment les vidéosurveillances et tous les rapports des auditions ont été remis à la disposition de cette commission-là. Et cette commission, il a dit dans ses propos, dans la conférence de presse, que cette commission donnera les conclusions de son enquête cette semaine ou la semaine prochaine. Et c'est à la suite donc des conclusions de cette commission-là que la FIFA avisera de ce qu'il conviendra de faire. Si les uns et les autres doivent être sanctionnés, ils seront sanctionnés ou mis à la disposition de la justice. Donc, je pense qu'ils sont dans le processus encore. Mais ils n'ont pas voulu rester dans l'expectative en nous donnant déjà l'information pour rassurer les Ivoiriens qu'effectivement, en interne, une enquête a été diligentée. Aussi, il faut préciser qu'il y a aussi une enquête externe, puisque la police a été donc, sollicitée, saisie. Donc, ils sont sur les deux axes donc, de cette affaire Daouda. Donc, finalement, si vous savez qu'il y a une enquête interne, il y en a une externe. Alors, que dit la police, vous ne trouvez pas que ça va lentement, parce qu'il faut que la justice travaille dans la sérénité. Il ne faut pas lui faire la pression. Non, ce n'est pas une question. 2-3 tickets vendus. C'est pas une question de pression, parce que André, ce qui est important de souligner, c'est que la vente de tickets de façon parallèle, ça ne date pas d'aujourd'hui. Que ce soit au niveau des concerts, que ce soit au niveau de tout ce qui est spectacle et autres, c'est des choses qui existent. Mais malheureusement, pour cette fois-ci, nous sommes face à une compétition internationale où on n'est pas seulement entre nous-mêmes. On est avec des gens, on va accueillir le monde entier chez nous. Il est important que les choses soient claires et que la billetterie soit claire. Moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, on nous dise qu'on est en train de mener une enquête, on a, une vidéo on a les vidéos de caméras de surveillance qui sont là, sachant très bien que nous tous, quand on s'en va pour certains spectacles, on voit les gens au vu aussi de tout le monde en train de vendre des tickets. Et jusqu'à présent, vous êtes encore en train de dire on est en train de mener des enquêtes chez nous-mêmes. Pour moi, j'estime que vraiment, cette lenteur-là, est-ce que ce n'est pas fait exprès? D'accord, donc la question de Daouda... Mais de protéger les gens, parce que les tickets, qu'on appelle ça, la vente des tickets pour les matchs au niveau international, mais forcément, Alain a posé un sujet qui est très important. Est-ce que la FIFA estime qu'elle a subi un préjudice financier? Parce que quand véritablement tu as subi un préjudice financier, tu dois t'empresser de trouver les coupables pour qu'ils payent. Mais malheureusement, est-ce qu'au sein même de la maison, on dit quoi, la maison verte, la maison de verre. La maison de verre, est-ce que finalement, ils ne sont pas en train de se protéger les uns entre les autres là-bas, finalement? Ça, c'est une supposition que je fais. Votre supposition, mais c'est une question. Élisée a sans doute une réponse. Non, mais moi, lui. Suis le porte-parole de la... Non, mais il a une réponse après. Non, c'est juste pour y comprendre. Non, mais moi, je pense que je peux comprendre l'impatience de Daouda. Mais en même temps aussi, il faut reconnaître la bonne foi des responsables de la FIFA. Ils auraient pu entendre toutes ces plaintes et puis croiser les bras et ne rien dire. Surtout, ce d'autant plus que toi-même, tu reconnais que depuis des lustres, on assiste à cette situation. Donc, on aurait pu continuer encore à assister à cette situation. Mais les responsables de la FIFA décident aujourd'hui de tirer cette histoire au clair. Je crois que déjà, ça, c'est un acte à saluer. Maintenant, la question de la célérité. N'oublions pas, je pense que chaque activité, chaque corporation a ses procédures. Nous, peut-être que c'est facile pour nous de décrypter, bien de décortiquer l'actualité, mais pour certains, peut-être pour leur travail, ils ont besoin d'un ensemble d'éléments. Surtout que c'est une affaire qui risque de tomber peut-être au pénal au final, vu qu'il y a même la police qui a été saisie, d'autres personnes qui ont été saisies. Donc, ce n'est pas des choses qu'on doit se précipiter pour brandir comme des conclusions. Il faut qu'on soit sûr que quand on dise un tel est coupable, on ait vraiment toutes les preuves qui justifient que cette personne soit coupable. Parce qu'en même temps, on ne donne pas le temps à des... De fuir. Oui. Non, voilà, de se soustraire. Vous posez la question, vous permettez Alain, et puis je reprends le... Non, vous posez la question du préjudice. Je veux dire que si c'est un phénomène qui n'est pas lié à une sorte de casse de la FIFA ou prendre des tickets pour aller vendre et que c'est des personnes qui ont acheté des tickets pour revendre, je dis que ce n'est pas la même ampleur, ce n'est pas le même préjudice. Mais ce sont des personnes, semble-t-il, qui vendaient des tickets au siège de la FIFA. Donc, il me semble que, enfin, moi, je ne peux pas acheter des tickets. Au siège ou devant ou dehors? Non, mais en tout cas... on parle de caméras de surveillance. On parle de caméras de policiers, surveillance. Vigile, technicien de surface. Oui. Donc, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de la FIFA. Donc, ça pose quand même question. Edith. Non, au-delà de... Oui, c'est vrai que le travail, il est en cours. L'enquête, elle est en cours des deux côtés, au niveau de la FIFA et au niveau donc, de la police, donc du justiciable. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une période exceptionnelle. Parce que si ces agents, malheureusement, en tout cas ceux qui sont suspectés, ont été identifiés, c'est qu'il y avait déjà ce type de vente illégale depuis longtemps. Mais peut-être que parce que les enjeux
sont aujourd'hui différents, que cette ampleur, il y a eu plus d'ampleur en fait sur ce sujet en fait. Donc ce que je veux qu'on retienne, c'est que c'est très bien que l'enquête soit en cours, mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier qu'on a une échéance qui arrive. On a deux autres matchs amicaux qui arrivent où le dispositif officiel, pardon, deux matchs officiels qui arrivent et le dispositif de la vente des tickets sera encore testé par les populations et d'autres personnes qui sont en train d'affluer en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on n'a pas droit à l'erreur parce qu'on doit donner une bonne image du dispositif et surtout de la Côte d'Ivoire. Les enquêtes sont en cours, c'est important de le savoir et merci à la FIF pour ça. Mais le plus important, c'est d'être prêt avant et d'éviter que ça se répète. Très bien. Merci Edith pour justement ce point qui nous permet donc de clôturer ce débat autour de l'audition telle qu'annoncée par les dirigeants de la FIF à propos donc de ces ventes illégales qui ont eu lieu autour de la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc. Alors, une polémique peut-être cède la place à une autre. Est-ce qu'il y a eu un choix d'influenceurs pour participer à la promotion de notre CAN à venir qui ferait jaillir, j'allais dire même, de colère l'ensemble de nos concitoyens, ou certains de nos concitoyens en tout cas. La CAN dit non, c'est quelque chose de plutôt classique. Et qu'en est-il vraiment? Alors, il y a une grosse polémique en ce moment sur la toile par rapport justement au choix des ambassadeurs. Je mets ambassadeurs entre brackets, en griffe, pour la promotion de la CAN 2023. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'implication des influenceurs ou ambassadeurs ou créateurs de contenu pour la vulgarisation de notre cérémonie, enfin de notre célébration footballistique qui arrive bientôt? Sont-ils ambassadeurs? Sont-ils des porte-voix? Enfin, qui sont-ils concrètement? Et pourquoi tant une polémique sur notre influenceuse Diana Bouli? Alors, réaction rapidement, qui souhaiterait démarrer? Edith, allons-y. Donc déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que selon le COCAN, il ne s'agit pas d'ambassadeurs. Très bien. Il y a des ambassadeurs qui ont été bien choisis, donc on les connaît notamment des anciennes gloires du football et des gloires actuelles du football, des légendes du football, qui ont été choisis pour être ambassadeurs. Comme par exemple Gadi Seli et d'autres qui ont été choisis. Yaya Touré, qui ont été choisis pour être ambassadeurs de la CAN. Mais dans ce cas précis, on parle de créateurs de contenus digitaux. Donc ce sont des personnes qui ont des communautés, qui ont l'habitude de créer de contenu donc, qui est apprécié de leur communauté. Et donc ils ont été contactés par le COCAN pour pouvoir profiter donc, de leur audience pendant cette compétition, pour pouvoir mettre en avant tout ce qu'il y a autour de cette compétition, que ce soit des matchs ou en dehors des matchs. Donc, ce sont des prestataires, on va dire, qui ont l'habitude de travailler même avec des marques en général et qui font cette prestation également, qui a été choisie par le COCAN pour faire également cette prestation. Il ne s'agit absolument pas d'ambassadeurs. Il ne s'agit pas d'ambassadeurs. Vraiment, ça c'est ce que dit le COCAN, mais est-ce que le COCAN n'est pas en train de nous faire une entourloupe, sachant que, à la vérité, tout ça là, ces personnalités qu'on a pu voir sont des personnalités présentées comme des influenceurs. Et donc, si on les prend, c'est bien pour bénéficier de leur image de marque. Exactement, parce que cette opération de communication obéit à la stratégie de visibilité du COCAN. Et c'était aussi la même initiative prise, notamment lors de la récente Coupe du Monde au Qatar, où, par exemple, on avait 5 grands influenceurs internationaux mexicains, hollandais, brésiliens, français et espagnols qui avaient été invités officiellement par une organisation de ce pays. Et puis, parallèlement à cela, par exemple, des influenceurs ont été recrutés à l'issue d'un appel à candidature. Voilà, donc des influenceurs qui venaient de chacun des pays participants à la Coupe du Monde. Donc ici, ce qui m'interroge en fait, c'est la façon dont ces personnes ont été choisies. On dit créateurs de contenu ou influenceurs. Sur quels critères le COCAN s'est-il basé pour les solliciter? Est-ce que ces personnes ont un attachement à l'équipe nationale de leur pays? Est-ce que ces personnes sont attachées à la compétition qu'est la CAN? Est-ce que ces personnes ont une compréhension de ce que... sont attachées à la Côte d'Ivoire? Ils parlent de football au quotidien. Non, attendez, je viens. Est-ce que ces personnes-là, par exemple, estiment que le football est un lien puissant pour l'unité, le rapprochement entre les peuples? Donc, je pense que ce sont des critères qui doivent présider au choix, au-delà même de l'audience et ou des communautés que ces personnes rassemblent. Je vous donne les critères. Et malheureusement, je n'ai pas lu. Non, je vous donne les critères, rassurez-vous. Oui. Alors,
André. Alors, l'image positive et non polémique. Deuxième critère apolitique, comme l'exige l'éthique sportive, bénéficiant d'une large audience dans toutes les couches de la population. OK pour le troisième point, mais tous les deux autres points, ça c'est subjectif. Mais par rapport au football... L'image positive... Voilà. Non, est-ce que ces personnes-là connaissent l'histoire de la CAN? Est-ce que ces personnes-là sont attachées à leur équipe nationale? Qu'est-ce qu'elles ont déjà produit comme contenu? Je pense quand même... Ce n'est pas un critère. Bon, cela aurait pu être quelques-uns des critères qui militent dans le choix de ces influenceurs-là. Maintenant, est-ce que dans le contrat, on leur demandera de produire un certain nombre de contenus, peut-être avant l'événement, pendant et après, bon, évidemment. Mais je trouve que parfois, il y a eu un déficit d'explication. Voilà, et ça, c'est un peu à la mode dans notre pays. On apprend des informations sans qu'on ait préparé l'opinion à ce type d'informations. On ne sait pas quels sont les critères, pourquoi on a choisi ces personnes-là. Il y a une demoiselle notamment dans ce groupe dont la présence est remise en cause, mais je pense que c'est plus lié à sa nationalité, ce qui est d'ailleurs déplorable, parce que la CAN, c'est une compétition africaine, et qu'on soit tanzanien... La CAN de l'hospitalité, de l'hospitalité, logiquement, on peut défendre cet événement. Donc, je pense qu'il y a un problème au niveau des critères qui ont présidé au choix de ces influenceurs. Très bien. Élisée Boloube, est-ce que vous comprenez le point de Alain? Et on parle de la CAN de l'hospitalité. Comment voyez-vous l'apparition justement de Diana Bouli dans le lot de ces personnes d'influence choisies, puisqu'ils ne sont pas ambassadeurs, il faut le rappeler? Ben avant qu'on ne parte même plus loin, je pense qu'en écoutant ces critères-là, je crois que le Grand Talk mérite bien un contrat, hein, parce que nous, vraiment, on remplit totalement tous ces critères-là. On pourrait donc, ceci étant dit, revenons à on pourrait donc avoir ce contrat, et je serais très intéressé de l'avoir d'ailleurs. Maintenant, sur la question, je pense que ce qu'Alain a dit est intéressant. Moi, je dis qu'il faut qu'on arrive à une étape, il faut qu'on sorte des clichés, je dis nationalistes, régionalistes et autres. Ça ne nous a pas suffisamment aidés. Nous, en tant que pays africain, ça ne nous a pas aidés. Je pense que les Occidentaux nous montrent le bel exemple. Eux qui ont tout à perdre même de s'ouvrir, s'ouvrent en réalité aujourd'hui. Donc nous, on ne perd rien à s'ouvrir. En plus, comme vous l'avez si bien dit, on parle d'une CAN d'Afrique des nations. C'est vrai que la Côte d'Ivoire l'abrite, mais c'est un événement du continent, pour le continent. Donc, je pense pour ma part qu'il aurait peut-être même été bien, peut-être si le COCAN avait beaucoup plus de moyens, de même peut-être sélectionner dans les pays participants, là, éventuellement des personnes qui sont des visages représentatifs, qui auraient pu quand même aussi faire du contenu, qui allait permettre à ces personnes-là de se sentir concernées par cet événement. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'estime pour ma part qu'il faut qu'on sorte des polémiques nationalistes, régionalistes. Si on estime que cette jeune dame a du talent et que son talent rentre effectivement dans les critères. Parce que moi, je pense que peut-être ce qui aurait été pour moi un handicap, c'est déjà le critère 1 où on dit ne pas avoir une image polémique ou je ne sais pas, une image positive ou polémique. Maintenant, si on estime qu'elle n'a pas une image positive ou une image polémique, là, peut-être on peut remettre en cause. Mais si tel n'est pas le cas, que c'est juste parce qu'elle est d'une autre nationalité, bon, je pense que ça, il faut qu'on dépasse ce Très bien, ça, c'est un commentaire de tout ça, Alain, mais finalement, on peut quand même légitimement se poser la question de savoir... Ouais. Non, ça, c'était l'argument d'Alain. Mais je veux dire, en disant ça, Élisée nous pose la question aussi à Daouda de savoir, est-ce que finalement, ils remplissent les critères que nous, on juge plus ou moins... Mais j'ai envie de vous aider pour les critères, parce que, juste pour les critères... Parmi les objectifs qui sont attendus donc, de ces créateurs de contenu, c'est renforcer la visibilité de la CAN 2023, capturer et engager une audience jeune, digitale et diversifiée, faire de la CAN une tendance sur les réseaux sociaux, promouvoir les valeurs de la CAN, renforcer l'attachement émotionnel autour de l'événement et enfin, favoriser une communication interactive et dynamique. Sur cette base, sur cette base, tu vas répondre, mais moi je me permets quand même de poser une question, mais qui est sous forme en fait de réponse. Ça te poser la question de savoir si les gens qui sont au COCAN connaissent un peu le football. Parce que, excuse-moi, je dis que Aboulaye Traoré dit Ben Badi, excuse-moi, si lui, il ne peut pas nous susciter un peu plus d'émotion, si Kalou Bonaventure, je veux dire, en quoi est-ce que Diana Bouli, c'est pas question... Non, je viens. C'est pas une question à sa nationalité, mais créateur de contenu, mais enfin, je dis celui qui publie... Il y a des ambassadeurs, des légendes. C'est pour ça que je veux poser la question de savoir, est-ce que finalement, le fait de nous dire créateur de contenu pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à une matière, parce que c'est ça qui est... Est-ce qu'on est dans la réalité ou dans la vérité des choses? Déjà, avant de commencer, j'aimerais juste dire aux uns aux autres que j'estime, c'est mon point de vue, que la CAN de l'hospitalité, vu la haine, la déferlante de haine que subit actuellement Diana Bouli, la CAN de l'hospitalité est mal partie. Ça.
Parce que de façon claire et nette, je pense que vous êtes en train de dire, oui, comment on appelle ça, elle n'est pas férue du foot, ou bien X ou Y n'est pas férue de foot forcément. Moi, je suis déçu. Je suis désolé de le dire clairement, mais il ne faut pas regarder la CAN sur son aspect purement et simplement sportif. La CAN, c'est un tout, il faut le voir de façon globale. Il y a l'aspect touristique, il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect business, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Et donc, quand on dit aux uns aux autres de créer de l'émotion, c'est de pousser des gens qui vont quitter comment on appelle ça, au Cap-Vert, au Congo, au Mali, au Sénégal, de venir et dans notre pays, de sorte à ce qu'ils puissent toucher, goûter et sentir l'hospitalité ivoirienne. Et toucher cette hospitalité ivoirienne-là et goûter cette hospitalité ivoirienne-là ne se résume pas seulement qu'à l'aspect footballistique de la chose. Maintenant, allons sur les critères de façon simple et claire. Aujourd'hui, quand on regarde les critères qu'ils ont dit, l'image positive et non polémique, apolitique et comme le dit l'éthique sportive. Mais excusez-moi de le dire, je vais citer Alpha Blondy qui parlait aujourd'hui d'un américanisme triomphant sur les réseaux sociaux. Qu'on le dise clairement, mais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux passent leur temps en train d'insulter les mères, les pères, les enfants, arrière-parents des uns et des autres. Ça, ce n'est pas du contenu, ce n'est pas quelque chose auquel la COCAN veut forcément associer son image. Maintenant, la question de Diana Bouli, je vais chuter sur ça. La question de Diana Bouli, ce qui pose réellement problème aux uns et aux autres, c'est tout simplement parce que la Côte d'Ivoire, lors de la CAN précédente, a eu des antécédents avec le Cameroun. Oui, mais non, Élisée, pour nous autres qui partons sur des lives TikTok, discuter, écouter les uns et les autres, c'est ce qui ressort parce qu'en réalité, les gens estiment qu'ils n'ont pas eu leur revanche. C'est le moment d'avoir leur revanche. Et ça, il faut que ça s'arrête. C'est la CAN de l'hospitalité. Cette CAN-là n'appartient pas seulement qu'à la Côte d'Ivoire. Il faut informer les gens. Elle appartient à toute l'Afrique. Alors, sur le point de Daouda, je voudrais compléter. Il a réagi ou pas? Certains réseaux, oui, Élisée va réagir. Certains estiment qu'en fait, lorsque le Cameroun a organisé sa CAN, aucun Ivoirien n'avait été associé comme porte-flambeau ou ambassadeur ou personne d'influence. J'imagine la réponse Est-ce que vous entendez déjà cette question-là? Et Daouda a dit qu'il est très déçu et que la CAN de l'hospitalité démarrait très très mal. C'était pas la CAN de l'hospitalité à ce moment-là. Ben, vous savez, moi, je crois que c'était le vendredi ou le jeudi, on avait un sujet un peu similaire où j'avais réagi, je répète ma même phrase. C'est ça. C'était sur le point de Salif Keïta. C'était Salif Keïta, bien sûr, je connais votre réponse. Voilà. Et Daouda disait non. Est-ce naturel, est-ce normal de répondre au coup de patte de l'âne? Si nous tous nous jugeons, nous estimons que ce qui a été fait n'aurait pas dû se faire, qu'il y a eu de l'exclusion, mais pourquoi nous on juge utile de le faire? On change de méthodologie. Voilà. Nous on dit que notre CAN là, c'est une CAN de l'hospitalité. Les autres n'ont pas baptisé le CAN de l'hospitalité. Chacun a choisi pour lui. Nous on a dit l'hospitalité et ça est dans notre devise. Et la Côte d'Ivoire est réputée être un pays d'hospitalité. Et parce que ce n'est pas en tenant compte de nos antécédents qu'on est hospitalisé. Permettez, soyez cool, je vais vous aider. Allons-y. Imaginez si on avait choisi Samuel Eto'o. Vous pensez que les Ivoiriens auraient eu la même réaction? Non, je ne pense Mais pas. c'est pas un créateur de contenu. Non, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas un créateur de contenu à partir du moment où une publication de Samuel Eto'o, excusez-moi, a les mêmes niveaux de vue que ça. Mais André, non, je finis. Je réagis sur ce qu'André dit. Je comprends ce qu'André dit. Mais justement, ça me permet de répondre un peu à Daouda tout à l'heure, quand Daouda parlait. Ce que je veux dire, je trouve que ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? De dire que les Ivoiriens ont fait une levée de bouclier où les Ivoiriens sont contre certains Ivoiriens. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Certains Ivoiriens. Il ne faut pas généraliser les choses. Les Ivoiriens n'ont pas cette culture-là de l'invective. Ce n'est pas la culture des Ivoiriens. Certains Ivoiriens, avec leur éducation, ont cette culture, mais ce n'est pas la culture des Ivoiriens. Et ça, c'est important de le préciser. Maintenant, André, si tu permets, moi, ce que j'aimerais dire... Rapidement, et puis on va permettre aux deux autres de réagir. Ce que j'aimerais dire à Élisée, il ne faut pas faire de parallèle entre le cas de Diana Bouli du Cameroun et le cas de Salif Keïta. Salif Keïta s'est intégré dans la politique. Salif Keïta était conseiller du CNT. Non, parce que je sais que c'est ce parallèle-là que Élisée et M. Alain, que je vois lever sa main de façon très brillante, c'est ça que vous voulez évoquer. Non, ce n'est pas la même chose. On n'est pas sur de la politique, on est sur de la culture de notre sujet. Moi, de certaine manière, je vais clore le sujet. Alain va réagir d'abord. Je ne vais pas répondre à Daouda sur Salif Keïta. Mais ce qu'on remet ici en cause, et je l'ai déjà dit, c'est le critère qui milite au choix de ces personnes-là. Voilà. Je vais vous parler d'une CAN, il y a 24 pays participants, et vous faites une sélection de créateurs de contenu
qui sont issus de 2-3 pays, et notamment d'un pays qui a un contentieux de guillemets avec les supporters ivoiriens. Bon, ça, c'est un peu marginal. Donc, je pense que c'est la méthodologie qu'on remet juste en question. Voilà, on n'est pas contre le fait que les organisateurs choisissent des visages, des hommes, des femmes pour faire la promotion de leur événement. Moi, je n'ai vraiment pas d'opinion. Je dis simplement que ce qui a été fait ailleurs, notamment au Qatar 2022, ils ont invité un influenceur en provenance de chacun des pays participants, parallèlement aux influenceurs de leur propre pays. Le Qatar et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Mais qu'est-ce qui n'est pas la même chose? Chacun des pays a sa particularité. Est-ce que ça, c'est un choix qui se discute? La communication est immuable, quel que soit les tropiques. Vous voyez, quel que soit le pays, on a une manière de communiquer, c'est pareil. Sinon, il n'y aurait pas de cocagne, il n'y aurait pas d'influenceurs. Daouda, je vais juste rajouter un point parce que qui est important. Voilà. Oui. Donc, moi, c'est juste la manière de choisir les personnalités qui vont incarner l'événement. Si on veut que l'événement ait de la résonance au Cap-Vert ou aux Seychelles, ou je sais pas, en tout cas dans les pays déjà qualifiés, on fait en sorte qu'un représentant du Mali, tiens, ça va vous plaire, qu'un représentant du Sénégal, qu'un représentant de l'Algérie ou du Maroc, etc., soit associé à cette promotion via ce qu'on appelle les créateurs de contenu. Alors, vous terminez, mais est-ce que vous entendez le point d'André qui dit... Oui, j'entends le point. Il aurait été bien qu'on puisse avoir des personnalités, des anciennes gloires du foot. Il a parlé de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, Abdoulaye Traoré. Ils sont encore là. Enfin, oui, mais en fait, la stratégie n'est pas... Je veux dire... Pour la CAN, les personnes qui ne sont pas foot. La stratégie n'est pas terminée. On parle de créer du contenu au quotidien, c'est-à-dire prendre son téléphone et créer parler et diffuser donc, les matchs. Traoré, par exemple, Abdoulaye Traoré, attendez, par exemple, juste je vous relance là-dessus. Abdoulaye Traoré, par exemple, n'aurait pas pu être en train de marcher à travers la Côte d'Ivoire, aller à Yamoussoukro, faire aimer le foot aux gens. J'ai donné les objectifs, j'ai donné certains objectifs, dont mobiliser une audience jeune, dynamique, qui est hyper connectée. Pour terminer, donc les anciennes gloires ne pourraient pas le faire. Non, pas qu'elles ne le font pas. Il y a déjà des ambassadeurs au niveau des anciennes gloires. Je pense que la FIF n'a même pas, je veux dire, n'a pas encore fini de dérouler sa liste au niveau de ses ambassadeurs et de ses anciennes gloires. Ce que je veux dire, au niveau du COCAN, la liste n'est pas terminée. Il y a des créateurs de contenu qui n'ont pas encore signé leur contrat. Et ils sont plusieurs qui n'ont pas encore et qui ne sont pas apparus sur cette photo, en fait. Je n'ai pas la liste des pays, mais il y a plusieurs qui n'ont pas encore signé leur contrat, mais qui font partie de cette liste de créateurs de contenu qui vont donner de la visibilité. Y compris le Grand Talk. Y compris le Grand Talk, voilà, qui vont donner de la visibilité à cet événement. Donc la liste, elle n'est pas terminée. C'est vrai qu'on a 4 personnes sur cette photo, mais ils sont plusieurs. La liste, vous dites, n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée au niveau du COCAN. Et ce qu'il faut savoir aussi, je pense que, après ils le diront, la CAF également, forcément, ils ont des actions prévues également avec des créateurs de contenu, certainement. Et le deuxième point pour terminer, en fait, je pense qu'il est important de noter que, au-delà de toute cette polémique, nous tous, Ivoiriens, nous sommes des ambassadeurs de cette CAN parce que les personnes qui vont venir assister à cette CAN, ils vont être confrontés à des personnes comme vous et moi, que ce soit le chauffeur de taxi, que ce soit la vendeuse d'Aloco, le citoyen lambda. On va tous être des ambassadeurs et c'est à nous de donner une bonne image de notre pays pour un événement qui ne va pas se reproduire plus tôt. En fait, si vous permettez, une information rapide que j'aimerais donner, c'est que selon les infos que j'ai, ceux qui seront choisis comme ambassadeurs, même s'il y a des gens comme Gadi Seli qui ont été choisis par la FIF et Didier Drogba et autres, mais il y aura des gens comme Muriel Aroué, Marie-Josée Talou, des grands sportifs, Olivia Yassé, qui seront choisis pour être des ambassadeurs. Maintenant, l'autre chose, les légendes dont tu parles, c'est que André passe son temps à parler d'Abdoulaye Traoré, mais avant que... C'est juste un exemple. Oui, je sais. Mais là où je veux en venir, c'est que dernièrement, avant qu'il ne parte de la primature, le Premier ministre a offert un déjeuner à toutes ces légendes auquel du vous avez football. participé, c'est ça Oui, mais tu n'as pas été invité, c'est pas bien grave. Parce que Edith, c'est ça le paradoxe en Côte d'Ivoire. Quand il y a un événement que X est invité et que l'autre n'a pas été invité, automatiquement, on se sent offusqué. Tu as dit quelque chose qui est important. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, les gens se disent que c'est nous qui organisons cette CAN. Qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent, il faut que chaque Ivoirien se sente investi d'un pouvoir. Parce qu'au final, c'est la Côte d'Ivoire. Et pour l'instant, le COCAN n'a pas communiqué pour l'instant. C'est vrai que cette photo a été publiée par Diana Bouli, mais pour l'instant, il n'y a eu aucune information officielle donnée par le COCAN sur la liste donc, de ces créateurs de contenu. Je veux dire, pour terminer, je pense que quand le COCAN nous fait donc, un message sans démentir,
Je pense que normalement, ça devrait être le cas. Mais après, le COCAD n'a pas envie d'entrer dans plus de polémiques. Une chose est sûre, on va dire c'est des choix qui se défendent. Bon, nous, on voulait en débattre ici. Ce soir même, un court instant, juste avant d'aller au JT, préparons un peu notre séquence politique. Qu'est-ce qui se passe à Tiasalé? Ça va être un point qui sera, j'allais dire, sur la carte du monde, puisqu'il va falloir regarder qu'est-ce qui se passe à Tiasalé. Sur le point de Tiasalé, n'est-ce pas? Voilà. Alors, la conférence de presse ne s'est pas passée à Tiasalé, mais on parle de Tiasalé, puisque vous savez tous, après l'annulation du résultat pour les élections municipales par le Conseil d'État, une initiative de citoyens bénévoles qui aiment bien Assalé Tiemoko, Best Team, c'est le nom donc de cette équipe-là, a lancé une collecte de fonds pour Assalé Tiemoko le 28 octobre 2023. 500 francs, 1000 francs, 10 000 francs. Il faut réunir donc 20 millions de francs CFA afin de soutenir Assalé pour la reconquête, n'est-ce pas, donc de ce siège, de ce poste. À la mairie. Première question, Oui. je vais quand même la poser à Alain. Est-ce que, d'une certaine Alain façon, cela inaugure Ouais. la politique autrement? Parce qu'évidemment, on sait bien que face à des partis politiques qui ont un autre type de levée de fonds, est-ce que là, on assiste à quelque chose qui peut paraître un peu inédit? Écoutez, je sais que généralement, des militants de partis politiques financent des campagnes électorales de leurs champions. On l'a vu lors d'élections présidentielles où des personnalités ont levé des fonds pour le président Ouattara ou le président Bédié, etc. Sur Tiasalé, je pense que c'est une forme de contestation, de protestation vigoureuse de ses supporters contre ce qu'il subit en ce moment. Je voulais rappeler que pour la séquence de Tiasalé, il est indépendant, donc sa victoire est remise en cause. Et la même situation, enfin similaire, dans d'autres communes, dans d'autres communes gagnées par des indépendants. Donc on s'interroge quand même pourquoi ce sont les communes gagnées par les indépendants qui font l'objet de reprise des élections. Maintenant, vous avez parlé d'un groupe de supporters, de partisans qui lancent une l'appuient. collecte de fonds. Voilà, parce que déjà, la première campagne a dû lui coûter beaucoup d'argent. Et donc, pour refaire une nouvelle campagne en l'espace de 2, 3, 4 mois, je pense qu'il faut effectivement des ressources. Et je pense que ce n'est pas non plus une mauvaise action qui est menée par ses supporters. Bon, moi, je pense que, à la différence d'Alain, je ne pense pas que M. Assalé Tiemoko ait besoin forcément d'argent. Parce que nous l'avons reçu sur ce plateau, il a dit que financièrement, physiquement, il était prêt à aller en découdre avec son adversaire et le battre autant de fois qu'il le voudra. Maintenant, comment j'analyse cette collecte de fonds? Pour moi, je l'analyse, il est dans sa stratégie de communication. Aujourd'hui, on fait une levée de fonds. Mais après, ce n'est pas lui. Vous ne pouvez pas dire que c'est sa stratégie. André, ce n'est pas lui, d'accord, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas lui qui a pris le micro pour dire qu'il avait besoin d'argent. Oui, n'empêche. Mais Edith, ne soyez pas trop candide jusqu'à ce point. On est en Côte d'Ivoire, on a vu des gens... Je regarde les faits. Oui, regardons les faits ensemble. Mais en Côte d'Ivoire, ici, on a vu des candidatures. Non, la jeunesse veut de moi, le peuple veut de moi. Voilà, on a déjà vu ça ici. Ce que je veux dire, ça c'est mon opinion sur la question. Je dis que, puisqu'on sait que ces personnes qui sont sur cette vidéo-là, qui ont animé la conférence de presse, faisaient partie de son équipe de communication. Donc aujourd'hui, en lançant cette stratégie de communication, de lever des fonds, politiquement, il montre sur le territoire qu'il est en train de rassembler autour. Les gens sont avec lui pour aller gagner cette victoire. Et c'est une contestation claire et nette. Rapidement, en fait, ils ne se sont pas levés forcément. Ils ont accompagné un mouvement parce que c'est un mouvement qui a commencé par les populations de Tiasalé qui ont elles-mêmes décidé aussi de financer, en tout cas d'apporter leur petite contribution à cette nouvelle élection. Donc c'est un prolongement. Quand tu parles de stratégie de communication, il ne faut pas prêter des mots à quelqu'un qui ne l'a pas dit. Ils ont décidé de mettre en œuvre leur engagement citoyen pour un candidat indépendant qu'ils considèrent comme être le meilleur candidat pour eux et pour lequel ils ont vu les actions précédentes et qu'ils souhaitent soutenir bénévolement. C'est très bien. Élisée, pour terminer avant qu'on parte au JT. Moi, juste, je pense que c'est leur droit, c'est le droit le plus absolu de ce mouvement-là d'accompagner le candidat qu'ils souhaitent. Et déjà, moi, je pense que c'est quelque chose d'être copié de plus en plus pour que les citoyens aussi accompagnent ceux-là qui n'ont peut-être pas de grands moyens comme certains partis politiques et qui méritent aussi quand même de prendre part à la compétition électorale. Mais au-delà de ça, je pense qu'il ne faut pas juste que ce groupe-là se limite à la levée de fonds.
il faut que ce groupe aille plus loin dans la sensibilisation à des comportements responsables de la part des militants. Moi, je pense que c'est ce qui est plus important. Parce que je ne suis pas sûr que s'il y a une troisième ronde, une telle initiative pourra entendre écho auprès des populations. Donc, il faut veiller à ce qu'on n'arrive plus à une troisième ronde, en plus des fonds, mais sensibiliser les populations sur la nécessité d'aller à des élections apaisées. Ouais. Merci beaucoup. Et on s'arrête là, juste le temps de la pause info. Quant à nous, on se retrouve, André, dans quelques petites minutes. À tout à l'heure. Vous êtes aimable de continuer de nous offrir votre confiance, mesdames, messieurs. Restez avec nous, c'est la preuve simplement que vous choisissez le meilleur de la télé, les débats autour de la vie de la nation, les débats autour de l'Afrique, parce que vous voyez, on en parle énormément. Et puis pour cette deuxième partie, on parlera un tout petit peu de politique et puis beaucoup de littérature. Oui, évidemment, il faut qu'on parle de littérature. Et donc à cet effet, nous recevons donc une écrivaine émérite, hein, il faut le dire, hein. Djaïli Amadou Amal, si je vous donnais ses distinctions et bien sûr ses nominations, prix Goncourt des lycéens, choix Goncourt de la Pologne, prix Goncourt et bien plus, hein, les distinctions. N'en parlons pas, elle est avec nous, Christelle. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, lequel des prénoms vous aimez? Amal? Amadou? Déjà, mon nom de famille, c'est Amadou. Oui, ok. Mon prénom égyptien, c'est Amal. Amal. Et ça veut dire quoi, Amal? Amal, l'espoir. L'espoir, très bien. Et pour me taquiner, quelquefois, mon père m'appelait Djaïli, c'est-à-dire la lumière en langue peul. Okay. Et donc, j'ai donc ces deux, on peut m'appeler Djaïli ou Amal. Moi, j'aime bien ça me va. Djaïli, ça fait lumière, c'est magnifique. Merci. Et vous êtes une lumière, une intelligence. Avant d'aller un peu plus loin, quand on entend comme ça ce que organise la Librairie de France, caravane du livre et de la lecture, vous vous sentez vraiment comme ça, imprégné, animé d'une mission de parcourir nos contrées pour faire la promotion de la lecture du livre? J'ai l'habitude de dire que pour moi, c'est la littérature qui a changé ma vie et qui m'a même sauvée. Quand j'étais toute petite, voilà, été happée par la lecture, en escaladant le mur de l'église catholique pour trouver mes premiers livres. Ouais. Et quand j'ai donc subi le mariage précoce et forcé, en ouvrant un livre à 17 ans, je pouvais me retrouver partout où j'avais envie d'être, sauf dans la réalité. Et donc, j'ai aussi pu utiliser l'écriture comme une thérapie afin de me sauver, mais également, finalement, comme une arme pour que mes propres filles ne subissent pas le mariage précoce et forcé. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, le centre de ma vie reste la littérature. Et quand il y a un événement comme celui-ci, je ne pouvais évidemment que répondre présente. Et ça me fait très plaisir de pouvoir être là à Abidjan pour le lancement de cette caravane du livre, mais également à Cotonou dès demain pour continuer donc avec cette caravane. Très bien. La presse camerounaise vous a surnommé la voix des sans-voix. Est-ce que vous pensez qu'à travers vos livres, les choses changent? Forcément, les choses ne peuvent que changer, évidemment, quand on parle de littérature et qu'on peut sensibiliser à travers les livres. D'un sujet complètement tabou, par exemple au Cameroun, quand on parle de la condition des femmes, du viol conjugal ou des violences faites aux femmes, aujourd'hui, on en est quand même à des livres qui sont devenus des manuels scolaires. Pour rappel, mon roman Les Impatientes, ou Mounial, les larmes de la patience, puisque c'est le titre qu'on a ici en Afrique, eh bien, il est inscrit au programme scolaire pour toutes les classes de terminale au Cameroun et évidemment dans d'autres pays, donc c'est hyper important. Alors, est-ce qu'à travers cette caravane, c'est pour vous une façon de mener ce combat? Parce que vous citez à l'instant Les Impatientes, dans le livre dans lequel vous décrivez, dénoncez même la condition féminine, le mariage forcé, etc. C'est pour vous une façon aussi de faire campagne contre ces pratiques de notre âge? Oui, déjà fait la promotion de la littérature à travers cette caravane. Aujourd'hui, par exemple, grâce à la Librairie de France, nous étions dans 2 universités pour rencontrer justement des élèves passionnés par la littérature qui s'intéressent justement à ces questions aussi de la condition des femmes, etc. Donc, je pense que c'est l'occasion de, à la fois de parler de littérature, mais également de la condition des femmes à travers la littérature et comment, avec la littérature, on peut vraiment changer le monde et le façonner à notre idée et comme on le veut.
Et est-ce qu'à travers vos livres, dans votre communauté, donc dans votre pays, vous arrivez également à amener une nouvelle génération d'autrices? Vous êtes une militante engagée pour la cause féminine, vous êtes féministe. Est-ce que vous arrivez à inciter d'autres femmes à vous rejoindre dans cette écriture? Oui, je pense quand même qu'on peut aussi, entre guillemets, hein, même si je n'aime pas beaucoup le mot, influencer à travers la littérature. Et oui, depuis que j'ai publié mon premier roman, il est vrai que dans le Nord Cameroun, je suis la première écrivaine. Mais aujourd'hui, voilà, on a une nouvelle génération avec des jeunes filles qui se mettent à rêver, à vouloir écrire, à vouloir publier. Et cela se passe. Donc pour moi, ça passe aussi avec la création des bibliothèques partout dans le Nord Cameroun, mais également dans la ville de Douala où on a pu mettre en place une bibliothèque. Et donc, quand on dit bibliothèque, on dit également atelier d'écriture que je donne à travers mon association. Et je pense que tout cela quand même permet voilà, de pouvoir guider les jeunes et de leur tenir la main. En fait, la question que moi j'aimerais vous poser, c'est en tant que mère. Comment est-ce que vous arrivez à inculquer le goût de la lecture à vos enfants quand on sait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, quand on va dans certaines demeures, les enfants sont plus agrippés au téléphone portable qu'à un livre? Comment est-ce que vous avez fait et quels conseils vous donnerez aux mères ou aux parents qui sont confrontés à ce problème dans leur foyer? Eh bien, ça, c'est une question qui revient souvent et ça m'amuse beaucoup hein, de rencontrer des parents qui disent « Ah oui, moi, mon fils, il a 2 ans, mais il sait déjà parfaitement aller sur YouTube, etc. » En fait, les enfants nous imitent. C'est tout simplement ça. Donc, le fait que vous soyez un parent, que vous soyez tout le temps focalisé sur votre téléphone, évidemment, l'enfant va faire la même chose. Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, c'est parce qu'il imite. Si vous aussi, vous avez un livre et que vous tenez un livre entre vos mains, évidemment, l'enfant va essayer de faire la même chose. Et puis, en ce qui concerne les jouets, on a toujours l'habitude voilà, d'offrir des petites poupées aux filles, des voitures aux garçons, etc. Le livre n'entre jamais dans les cadeaux de Noël ou d'autres cadeaux en toutes circonstances. Donc, voilà, pour que vos enfants aiment la lecture, pour qu'ils s'intéressent à la lecture, vous-même commencez à lire. Élisée. Je vois que dans un de vos propos, vous dites que votre cheval de bataille, c'est vraiment de lutter contre les discriminations faites aux femmes. Aujourd'hui, après quelques années, je dirais, de militantisme, quel bilan faites-vous? Est-ce que vous pensez que cet objectif a été atteint? Eh bien, déjà, en ce qui concerne la condition des femmes, l'épanouissement des femmes, etc., je pense que ce n'est pas une lutte qu'on va arrêter un jour. Et là, on le voit, même dans les pays développés, même aux États-Unis, par exemple, où on régresse en réalité. Et donc, il suffit juste qu'on baisse un tout petit peu la garde pour que nos filles n'aient pas les droits que nous avons eus. Et donc, il faut que les femmes se mobilisent, enfin, quand je dis les femmes, les hommes également, puisque ce sont les hommes, nos partenaires, qu'on se mobilise tous pour que les femmes puissent voilà, avoir leurs droits, avoir leur égalité. Quand je dis égalité de genre, c'est plutôt égalité de chance, égalité d'opportunités, l'inscription des filles autant que des garçons à l'école, l'importance de l'éducation des enfants, aussi bien les filles que les garçons, etc. Donc oui, on doit faire attention, mais je ne vais pas être présomptueuse et dire oui, depuis que j'ai commencé à écrire, voilà, grâce à moi, non, 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 pas du tout. C'est juste, comme on dit, mettre sa pierre à l'édifice, tout simplement. Alors, à vous écouter, je pense que la caravane a 2 objectifs, entre autres, susciter d'abord le goût de la lecture, susciter certainement des passions, voilà, la passion du livre, etc. Maintenant, est-ce que ces ambitions ne sont pas contrariées par une réalité qui est d'ordre social et économique? L'accès au livre, du point de vue financier, le prix du livre, on sait que ces jeunes gens, ces parents qui vont à votre rencontre, une fois terminées vos rencontres, se retrouvent donc face à la réalité du quotidien. Ils n'ont pas de bibliothèque, très souvent dans leur localité, et ils n'ont pas les moyens d'acheter les livres. Comment nous pouvons répondre à ce problème-là? Par rapport à la question d'Alain, comment le digital, justement, comment vous en parlez pour que l'enfant qui est sur le téléphone, puisqu'aujourd'hui on a le téléphone, peut quitter YouTube pour être plutôt sur Kindle? J'ai même failli rebondir. Voilà, parce sur que les bibliothèques en ligne aussi. Il y a des plateformes en ligne qui existent comme certaines plateformes dont je ne citerai pas le nom ici, mais qui permettent de pouvoir accéder donc à tous les livres en format digital
ou en format audio également qui existent. Ce n'est pas encore démocratisé. Oui, qui ne sont pas encore Donc démocratisés. aujourd'hui, comment on fait? Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Ce lien avec le livre soit pérenne. Donc déjà, pour répondre à votre question, c'est une préoccupation non seulement pour les écrivains, mais pour tous les acteurs du livre. Et le véritable problème ici en Afrique, c'est que le livre demeure un objet de luxe. Et il n'est pas financièrement parlant encore à la disposition de tout Africain moyen. Et finalement, on a l'impression qu'acheter des livres ou même lire des livres reste réservé à une élite. Pour ma part, c'est ce que je ne voudrais surtout pas. Et c'est pour cela que mes romans, même s'ils sont publiés en France, je garde tous mes droits pour l'Afrique subsaharienne. Et donc, mes romans sont édités par des éditeurs africains. En Côte d'Ivoire, un éditeur ivoirien. Au Cameroun, un éditeur camerounais, etc. Ce qui permet aux livres déjà d'être disponibles sur place, de coûter moins cher. Et voilà, en ce qui concerne les plateformes digitales et autres, je pense qu'on doit utiliser aussi toute la technologie qu'on a à notre disposition pour promouvoir la littérature. Donc moi, je ne vois pas de problème à ce qu'un enfant puisse lire, même si c'est sur une tablette. Encore que moi, je préfère le livre-objet. Mais si un enfant peut quand même, au lieu de regarder juste des vidéos sur TikTok et autres, voilà, lire sur des plateformes, là, il y a vraiment, je pense, aucun mal à ça. Très bien. Alors, une dernière question. Rapidement, par rapport au prix, que vous avez gagné. Concours des lycéens. Le concours des lycéens. Donc, ça fait déjà 3 ans. Ça fait 3 ans déjà. Oui, 2020, en pleine pandémie, je crois. Donc, Oui. qu'est-ce que ça a changé depuis dans votre vie? Parce que c'est un prix prestigieux. Vous avez même eu avant le prix Orange qui précédait. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Et surtout en termes d'opportunités, d'ouverture. Oui, vous êtes en Côte d'Ivoire pour participer à une caravane du livre. Et qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé énormément de choses. Ce n'est pas quand même rien déjà d'être sur la liste du Goncourt. Mais être finaliste du Goncourt, gagner le Goncourt des lycéens, c'est quand même, comme vous le dites, un prix prestigieux. Il ne faut pas oublier aussi tous les choix Goncourt à côté, parce que j'en ai gagné 7. Et d'autres prix également. Et ce que ça a changé, déjà, le roman est traduit dans plus de 35 langues. Aujourd'hui, en France seulement, il est vendu à 500 000 exemplaires. Et puis, comme je l'ai dit, au Cameroun, il est au programme scolaire pour les classes de terminale. J'ai gagné également avec mon dernier roman le prix du Mont Cameroun. Etc. Donc, le fait de pouvoir parler de tous ces sujets sensibles, de pouvoir avoir l'opportunité, avoir la possibilité de sensibiliser sur ces questions-là, eh bien, je pense que ça change quand même énormément de choses. Une militante engagée pour la lecture, une militante engagée pour l'Afrique, puisque c'est en caravane aussi pour parcourir les pays africains. Mais en tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir et de bonheur à vous recevoir ici même, Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes, autant de bouquins que vous pourrez découvrir justement dans la bibliographie de notre auteur qui est avec nous aujourd'hui. En tout cas, merci. Ça a merci été de m'avoir invité. Merci d'être venu. Un très joli moment que nous avons passé avec vous. Vous savez, on vous demande de céder la place à qui? À quelqu'un qui va parler de politique. Mince, la politique occupe trop de place en Afrique et ça ne fait pas changer beaucoup de choses. André. En tout cas, merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Et puis, bon débat politique. Merci. Merci. Et Bon bonne débat caravane. politique. Et les bonne amis. caravane à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. On va revenir avec vous sur le débat politique le temps que notre invité nous rejoigne, Geoffroy Kouao. Les sujets sont sur la table. Imaginez qu'on a nommé un Premier ministre. Tout le monde s'est dit, bon, c'était quoi les engagements du président de la République. Après, c'est le PPACI qui nous dit, bon, nous, on va nommer nos amis. Le PDCI, bientôt les élections. Est-ce que vous pensez, les amis, avant que Geoffroy ne nous rejoigne, vous pensez que nous sommes, c'est vrai, aux portes de 2025, mais est-ce que nous sommes en train d'écrire ce qui va se jouer en 2025? Alors, Daouda, le schéma est clair. Quand vous dites tout le monde se prépare. On est prêt même à ouvrir la porte. Parce que depuis les élections couplées municipales régionales, c'est là que les uns et les autres ont commencé à affûter leurs armes. Chacun faisait en sorte qu'il n'y ait pas d'indépendant parce que celui qui allait gagner ces élections-là était en train de dessiner la carte pour 2025. Aujourd'hui,
après ces élections, tous les partis sont en train de se restructurer en interne pour essayer qui de changer de discours, qui de remobiliser ses troupes, qui pour aller galvaniser à gauche et à droite. Je pense qu'on n'est pas aux portes. On est pratiquement en train de franchir la porte. On est en plein. Alain, tout ça, Oui, 23 oui. en plein 25, ou 25 en plein 23. On est à exactement 2 ans pile Ouais. de l'élection, puisque c'est le se 30, joue en octobre, le 30 octobre et logiquement on devrait être dans ces eaux-là en 2025. Oui, oui, effectivement, on affûte les arguments, les armes politiques pour cette nouvelle compétition présidentielle. Voilà, et les partis politiques, évidemment, s'organisent, PPACI, RHDP, PDCI, etc. Et avec beaucoup d'intérêt qu'on suit tout cela. On suit tout cela, mais est-ce que là, quand même, les partis ont le même, je ne vais pas dire le même agenda? Est-ce que les partis sont au même niveau de préparation de ce grand rendez-vous-là? Certains nomment des membres, essaient de revoir un peu leur organigramme, d'autres vont faire une élection à venir. Ici, on met un nouveau Premier ministre, donc un nouveau chef, on va dire, de la majorité. Est-ce que tout ça ne démontre pas que les partis sont quand même pas très bien préparés? Bon, déjà, il y a une question que ces partis partagent, j'allais même ont en commun, c'est qui sera le candidat? Qui sera le candidat du PPACI quand on sait déjà les difficultés d'ordre judiciaire de Laurent Gbagbo, on se demandera bien qui pourra le suppléer. Au sein du RHDP, est-ce que le président, j'avais dit le président Ouattara partira pour un nouveau tour, pour un nouveau mandat de 5 ans à partir de 2025? Donc c'est quand même une question qui demeure. Et dans le cas où il n'irait pas, qui serait en mesure d'être le champion du RHDP, soutenu certainement par le président Ouattara? Et puis au PDCI, évidemment, il y a déjà 2-3 incertitudes. Le prochain président du parti, le candidat du parti à l'élection présidentielle, et puis bon, les ressources, voilà. Et puis maintenant, l'autre grande question, quelles seront les idées qui seront promues par ces différents partis politiques? Donc c'est vraiment une période de débat qui s'ouvre et on espère qu'on ouvrira le temps du débat des idées pour en finir un peu avec le débat qui était totalement centré autour des personnalités. Élysée, vous pensez qu'en ce moment-là où nous parlons, les partis politiques sont en pleine stratégie pour 2025? Je pense que, bon, en pleine stratégie, certains, comme cela a été évoqué, sont en train de restructurer leur parti et autres, mais l'objectif in fine, c'est ça, c'est 2025. Voilà, donc tout le monde prépare. Je crois que les différents partis se sont donnés jusqu'à fin 2023, notamment le PDCI avec l'élection de son président, en décidant de, bien évidemment, même élire le président, alors que, comme le disait la dernière fois ici, un des membres du bureau politique, s'ils ont décidé de le faire en décembre, alors que certains auraient souhaité que cela se fasse après les obsèques du président Bédié, c'est justement parce que tout le monde s'est dit qu'il faut rapidement qu'on puisse structurer le parti, restructurer le parti, réorganiser le parti dans la perspective de 2025. Donc tout le monde, en tout cas, se prépare par rapport à ça. Je pense que l'échéance, c'est fini 2023, avec toutes les bases structurées des différents partis, avec un agenda, un chronogramme et une stratégie bien élaborée pour, à partir de 2024, vraiment commencer à déployer dans la perspective de 2025. Edith, vous pensez que les différents... Edith a déjà parlé ou pas? Non, pas encore. Vous pensez que les différents partis politiques, en ce moment, pourraient également réfléchir à qui pourrait être leur porte-flambeau? Et l'invité est là, il peut venir. Oui, la question que je me pose et qui était revenue, en tout cas qui était le point central en 2020. En 2020, c'était la nouvelle génération. Moi, la seule chose que je me dirais pendant ces 2 ans de préparation, est-ce que finalement, on pourrait voir émerger cette nouvelle génération qui était certainement attendue pour 2020. Est-ce que finalement 2025 permettra de pouvoir le constater? On sent une réorganisation au sein de différents partis politiques. Pour certains, malheureusement, il y a eu des bouleversements inattendus. Pour d'autres, il faut un discours beaucoup plus modéré, donc d'où de changements au niveau des instances dirigeantes. Même la question que je me pose, et pour ces 2 ans de préparation, verra-t-on cette nouvelle génération émerger? Alors, vous arrivez, Geoffroy Julien Kouao, au moment où Edith pose une des problématiques fondamentales de notre démocratie, la question du renouvellement des générations. Est-ce que vous pensez que ce qui se joue en ce moment au cœur des partis politiques avec la nomination d'un Premier ministre, les nominations qu'on observe au PPACI, ce soir même il y a eu des nominations, PDCI à venir, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui se joue, qui relève du changement de génération?
Non, je ne le pense pas, en ce sens que si vous remarquez bien, ce sont des jeux de chaises musicales et ce sont les mêmes qui sont présents. Quand vous regardez par exemple au niveau du PPACI, certes il y a eu un réaménagement, mais ce sont les mêmes personnalités. Et donc la question du renouvellement de la classe politique passerait certainement par la création de nouveaux partis politiques avec de nouvelles offres politiques. Il ne faut pas attendre du PDCI, du RHDP ou du FPI ou encore moins du PPACI d'initier ce changement générationnel. Non, vous savez qu'on ne peut pas être après avoir été. Ils sont dans un logiciel politique qui est le leur, qui date de la période de Félix Houphouët-Boigny. Les choses ont bougé, les lignes ont évidemment changé. Il faut que de nouveaux acteurs de la nouvelle génération s'impliquent dans le jeu politique. Ce que moi je souhaiterais, c'est qu'on ait de nouvelles personnalités du monde administratif, du monde intellectuel et du monde politique s'associent pour créer de nouvelles formations politiques avec de nouvelles offres politiques. Avant que ne réagissent à ce que vous venez de dire nos camarades, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous faire comprendre qu'au sein des partis, il n'y a pas de capacité de renouvellement qui pourrait justement permettre à ces partis-là d'avoir un nouveau visage, en tout cas d'être transformés. Et pour autant, le PDCI, par exemple, on parle de Thiam, c'est déjà un bon signe. Oui, mais quand vous parlez de M. Thiam, il y a aussi M. Dikawe, il y a aussi M. Akossi Benjo. Ce sont des personnalités, des dinosaures du PDCI et RDA qui sont sur la scène politique depuis plus d'une trentaine d'années, qui ont connu Félix Houphouët-Boigny. Thiam n'est pas aussi nouveau qu'on le penserait. Je pense que les partis politiques traditionnels ivoiriens ne peuvent pas apporter une offre politique participant du renouvellement de la classe politique. Parce que c'est une réalité qui est dans leur ADN politique. Ce sont des partis gérontocrates qui font le culte de l'adulte, voire même des gérontes du troisième âge. Et donc, il ne faut pas attendre de la part de ces partis. Il faut de nouvelles personnalités. Il faut que les jeunes osent et s'investissent sur le champ politique. Très bien. Alors, Giffroy, Julien Kouao, pensez-vous qu'avant 2025, il pourrait émerger de nouveaux profils qui seraient carrément en phase, pas en phase du tout avec les partis traditionnels, mais qui pourraient avoir la sympathie des Ivoiriens? Est-ce que vous les voyez déjà? Non, en 2025, c'est un peu court. Parce qu'en politique, il n'y a pas de génération spontanée. Voilà. C'est vrai que nous sommes sur le champ politique. Il peut y avoir des circonstances conjoncturelles qui peuvent favoriser cela, mais de façon rationnelle. Il faut voir ça à moyen terme, peut-être à partir de 2030, 2035. Donc pour 25, on reviendra avec des anciens profils. Il serait heureux qu'on ait une nouvelle génération. Vous voyez, parce que, vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle... la question de l'âge. Vous voyez, l'âge joue énormément. Lorsqu'on a 70 ans, on est réactionnaire. Lorsqu'on a 50 ans, quand même, on est réformiste. On est réactionnaire, c'est-à-dire, et lorsqu'on a 30, 40 ans, on est réformiste, voire révolutionnaire. Si vous voyez que des pays comme la France actuellement bougent, c'est parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Macron. Les grandes réformes en France ont été faites sur la période de Giscard d'Estaing, qui était le moins âgé. Et donc, je pense que l'âge joue énormément. Et vous savez ce qui a fait tomber l'URSS? C'était la gérontocratie. Depuis la mort de Staline. On a eu Khrouchtchev, on a eu Brezhnev, on a eu Andropov, on a eu Kerlenko. C'était tous des vieillards. Et lorsqu'arrivait un jeune, dans le contexte soviétique, Mikhail Gorbatchev, il y a eu la perestroïka et autres, la réforme qui a permis, n'est-ce pas, à la chose. Donc il faut une certaine réforme. C'est la même chose pour la Chine. Après Mao, on a eu Deng Xiaoping et autres qui étaient d'un certain âge. Oui, mais quand les jeunes sont venus, ils ont amorcé une dynamique. Je veux quand même aussi nuancer. Changement d'homme, mais au sein du même appareil. Ce qui n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous parlez de nouvelle génération, cela suppose d'avoir un outil politique et puis des moyens financiers et puis bien entendu les ressources humaines pour aller à la conquête du pouvoir. Parce qu'en URSS, effectivement, il y a eu cette évolution, mais l'appareil est resté. En Chine, pareillement. Oui, vous avez totalement raison. Votre analyse, votre remarque est pertinente. Mais aussi cette réforme à laquelle
laquelle j'adhère, elle peut se faire aussi au sein des partis politiques. Pourvu qu'il Mais y vous ait n'y des croyez jeunes, pas, c'est pour ça qu'on des jeunes vous audacieux. Mais je ne vois pas, parce qu'ils ont toujours évolué sur l'homme tutélaire de Bédié, de Gbagbo, de Ouattara, et ils ne peuvent pas mener une action sans la bénédiction de ces, Vous ne voyez pas, personnalités. ils peuvent le faire, mais ils ne pourront pas le faire. Ils Non, ne pourront pas oser. Ils ne pourront pas le faire parce que ça est dans leur ADN. Ils ont toujours évolué sur le tutorat. Très bien. politique. Élysée. Oui, mais Geoffroy, je pense que est-ce qu'on ne met pas, je comprends ce que vous dites, mais est-ce qu'on ne met pas un peu la charrue avant les bœufs? Ce qui serait peut-être bien de faire, ce n'est pas juste dans un premier temps de réadapter peut-être les tests des partis, parce que les tests des partis tels qu'ils sont, je pense à mon avis, fait la part belle effectivement à cette gérontocratie-là. Est-ce qu'il ne serait pas bien déjà qu'une réforme en interne puisse être envisagée avant qu'on ne puisse parler même de changement de personnes? Oui, j'adhère totalement à votre narratif. Prenez le cas par exemple du PDCIRDA. Aujourd'hui, c'est une belle opportunité de trouver de nouvelles personnalités. Il faut donc rendre les conditions d'éligibilité totalement libérales. Totalement libérales. Mais quand je vois un peu, il faut avoir fait 10 ans au bureau politique, il faut avoir 40 ans, il faut avoir 36. Non, on peut dire simplement, peut être candidat à la tête du parti, tout militant. Pourvu que vous ayez la carte. Nous sommes dans une démocratie libérale. Mais ne faut-il pas maîtriser quand même le parti avant de pouvoir Non, tout ça, ce sont des réflexes soviétiques qui consistent à chercher des consensus, parce que le consensus lui-même n'est pas démocratique. Vous savez qu'il y a deux formes de démocratie, entre guillemets. Il y a la démocratie populaire, qui est de type soviétique, socialiste et communiste, où on recherche le consensus, l'unanimité, dans le cadre d'un parti unique, d'une pensée unique et d'une action unique. Vous voyez? Et puis, il y a la démocratie libérale qui repose sur la liberté, sur la confrontation électorale, sur la concurrence électorale. Et c'est cette démocratie-là que nous souhaitons. Il n'y a de démocratie que de démocratie libérale. Non, moi, je suis un peu inquiet quand vous parlez. Je vous trouve un peu trop idéaliste à mon goût concernant la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous voulez qu'il y ait une nouvelle génération qui vienne, mais malheureusement, ce que nous constatons en Côte d'Ivoire ici, c'est que on veut qu'il y ait une nouvelle génération, mais cette nouvelle génération a tendance même à se comporter pire que les vieux, en fait, que nous critiquons aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut changer cela? Parce que même quand ils viennent, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Oui, il faut créer des opportunités politiques. Et les opportunités politiques dans une république, n'est-ce pas, se font à partir du corpus juridique. Il faut donc changer un certain nombre de paradigmes juridiques, voir la Constitution. Non, vous voyez par exemple, quand on dit pour être président de la République, il faut 50 millions. Mais les jeunes ne peuvent pas. Un jeune normal ne peut pas parce qu'on parle maintenant de la plutocratie. En même temps, Geoffroy, il faut deuxièmement, quand on dit que pour être président de la République, il faut avoir 35 ans au moins. Mais la jeunesse, c'est quoi? Selon les tests ivoiriens, la jeunesse est de 15 à 34 ans. Ça veut dire qu'on exclut totalement la jeunesse. Vous voyez bien. Et donc, il faut revoir. Il faut faire une réforme. Oui, mais en même temps, il moi, même 50 ans dans nos partis politiques. On est encore jeune là. Rapidement, hésite, et puis je vais revenir avec une question. Il y a eu ces derniers temps sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, une polémique sur la démocratie africaine. Vous avez cité différents types de démocratie. Est-ce que selon vous, vous pensez qu'il existe une démocratie à l'africaine? Non, je ne le pense pas. La démocratie est universelle. C'est comme la liberté, elle est universelle. Vous voyez bien, c'est comme la connaissance, elle est universelle. Il faut simplement s'adapter. En fait, quand on parle de démocratie ivoirienne, démocratie africaine, c'est une manière de refuser la démocratie et ses valeurs. La démocratie repose essentiellement sur le débat contradictoire, sur les élections concurrentielles, sur des élections inclusives. C'est ça qu'il faut. Vous voyez, je vous rappelle qu'aux États-Unis, lors de la dernière présidentielle, par exemple, on avait près de 2000 candidats parce que les conditions sont libérales. Seulement que dans le système états-unien, il y a seulement que 4 partis politiques qui avaient des chances de gagner. Vous voyez, le Parti libertarien, le Parti des Verts, le Parti démocrate et le Parti républicain. Et parmi les 4, il y avait 2 grands favoris, les démocrates et les républicains. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, quand il y a élection, on a l'impression qu'il y a 3 partis seulement. Mais il y a plusieurs candidatures. Vous voyez, donc il faut ouvrir le jeu. Je pense que, par exemple, dans le cadre du PDCI, c'est une véritable alternative de gouvernance en Côte d'Ivoire. Parce que, vous savez, moi, je suis un démocrate. Et en tant que démocrate, ce que j'aime, c'est l'alternance politique. Je suis pour le changement constant, parce que c'est dans le changement que se trouve le progrès. Et je pense que 15 ans de gouvernance pour le RHDP, le résultat, à mon sens, est positif. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan démocratique, on peut en redire, on peut en discuter. Et je pense que c'est l'occasion aussi en 2025 de chercher, d'essayer d'autres valeurs politiques. À nos chroniqueurs de vous poser des questions, c'est très intéressant ce que vous dites. On commence par Daouda et on fait le tour et on termine. Vous avez parlé de candidature, il faut ouvrir les candidatures finalement. Il faut avoir, vous vous plaignez contre les 50 ou 100 millions, mais on a assisté en 2015 à des candidatures farfelues. Est-ce que ce n'est pas une façon
de rejeter les candidatures farfelues qui viennent à la présidentielle. Non, dans une démocratie, il n'y a pas de personne farfelue. Dans une république, non. Justement, c'est ça la République. La République repose sur quoi? Sur la citoyenneté, l'égalité des citoyens. Aux États-Unis, on a eu des acteurs qui sont devenus présidents. La vendeuse de galettes devant votre bureau peut devenir président de la République. C'est ça le sens de la République. Mais chez nous, ici, on fait croire aux gens. Deuxièmement, le cautionnement des 100 millions, des 50 millions dont vous parlez, est antidémocratique. Est contre les choses anticonstitutionnelles. L'article 4 de la Constitution dispose clairement que le suffrage est universel. Hein, et qu'est-ce que c'est le suffrage universel? C'est le suffrage qui vient contre le suffrage restreint. Le suffrage restreint, c'est quoi? C'est le suffrage qui exclut les femmes, le suffrage masculin. C'est le suffrage qui exclut les analphabètes, ceux qui sont partis à l'école. C'est le suffrage capacitaire. Et c'est le suffrage qui exclut aussi les pauvres. C'est le suffrage censitaire. Et c'est comme ça qu'est venue la démocratie. Aux États-Unis, en France, on ne paye pas un rond pour être candidat à une élection. C'est pourquoi dans nos démocraties, on veut payer des gens. Une question. Attendez, si on disait par exemple, pour être candidat à la présidentielle, il faut avoir une agrégation. Est-ce que les gens ne seraient pas choqués? Pour être député, il faut avoir un doctorat. Donc 50 millions devraient choquer selon ce que... Oui, parce qu'ils sont riches. Ils sont terminer la classe politique iranienne parce qu'ils sont riches. Juste un représentant parmi vous pour poser une question. Il faut vous désigner. Pouf, pouf, pouf. Moi, je vais poser une question rapide. Vous parlez de démocratie, il faut que le processus soit transparent. On a clairement un problème en Côte d'Ivoire, c'est la CEI, la commission dite indépendante, commission électorale dite indépendante. Quel type de réforme faut-il envisager? Quel type de décision politique faut-il prendre pour en finir avec ces palabres autour de la CEI? Non, le problème, ce n'est pas la CEI. Le problème, ce sont les partis politiques. Ils sont tous d'accord pour cette formule de la CEI. Et tous, le PDCI, le PPACI, le FPI, le RD, le RHDP, tous les partis sont d'accord pour être présents à la CEI. Quand on dit une CEI indépendante, elle est indépendante et de l'administration et des compétiteurs, c'est-à-dire les partis politiques. Très bien. Il faut changer Mais justement, sa gouvernance. Mais ce ne sera pas possible parce que tous les partis politiques s'entendent sur cette anomalie. Parce Très bien. qu'évidemment, ils veulent contrôler la CEI parce qu'ils ne se font pas confiance. Très bien. En tout cas, écoutez, Geoffroy, Julien, Kouao. On aurait aimé effectivement avoir un débat beaucoup plus long. Évidemment, comme vous êtes donc un expert, un politologue de haut vol, je pense que vous seriez très heureux de revenir encore débattre avec nous à notre prochaine invitation. Mais en tous les cas, merci. Merci beaucoup. Et on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir. Ah bah oui, il faut qu'ils reviennent parce que beaucoup de questions en suspens, surtout sur la vendeuse, sur les 50 millions, sur la vendeuse de galettes qui peut, qui peut devenir présidente, la gérontocratie. Il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous êtes très, très nombreux de plus en plus à nous suivre de partout dans le monde. Merci de vos réactions, des messages. Et puis, on se retrouvera demain pour le grand talk du mardi. La semaine vient à peine de commencer. On espère que vous êtes en parfaite santé. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Et puis, André, juste après, là, tout de suite, on a Maquisard. Maquisard. Voilà, à demain. À demain.